Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de romans de bibliothèque encore une fois parce que j'ai fini cette pile de romans et je vais vous en parler. Donc si vous avez envie de voir la première vidéo que j'avais fait sur mes emprunts, je vous la laisse dans le petit i. Et aujourd'hui je vais vous parler du coup de mes emprunts de ce mois-ci, donc du mois de juillet. Et je vous emmènerai peut-être, si je reprends des livres pour mes emprunts du mois d'août, je vous les montrerai en fin de vidéo. S'il y en a, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc pour le moment, je vais vous rapporter donc, les 5 livres que j'avais pris la dernière fois. Il y a du très très bon, il y a du pas très bon, il y a vraiment de tout. Et ce qui était sympa, c'est que j'ai vraiment pris des livres qui pour moi sont considérés comme des classiques jeunesse un petit peu. J'avais envie d'avoir un petit peu, de me faire petit à petit une bonne base de données de classiques jeunesse. Et c'est un petit peu pour ça que j'étais en bibliothèque la dernière fois. Voilà pour l'introduction de cette vidéo. On va directement passer aux avis de lecture parce que finalement c'est ce qui vous intéresse le plus et moi aussi. Donc je vais commencer dans l'ordre de mes lectures par Maïté Coiffure de Marie-Ose Muraille. Mon premier, Marie-Ose Muraille. Waouh! Si vous ne connaissez pas l'autrice, elle a écrit une saga qui est adorée qui s'appelle Sauveur et Fils, qui est bien évidemment dans les livres que j'ai très envie de lire, pas de livre. Parce que ça parle de psychologue et que je pense qu'avec la plume et les idées de l'autrice, ça va être génial. Mais donc du coup, là je m'étais dit qu'il fallait que je découvre l'autrice et en fait, je me suis inspirée de la liste des 100 livres incontournables de la littérature ado. Si vous ne connaissez pas cette liste, je vous mets le lien en barre d'infos, je ne sais pas, mais il faut absolument que vous... Enfin, je trouve que la liste est super bien faite, donc vous pouvez vous y intéresser. Donc j'essaye de lire les 100. J'en suis à 28 actuellement, sachez-le. Et du coup, c'était sur la liste, c'était Marie-Ose Muraille, je me suis dit, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. L'histoire de Maïté Coiffure, comment résumer cela? En fait, c'est Louis qui a... I guess 15 ans, qui doit faire son stage de 3ème, qui ne sait pas où aller parce que en fait il sait juste pas ce qu'il a envie de faire plus tard. Et en fait sa tante ou sa grand-mère en fait lui trouve un stage chez sa coiffeuse, Maïté Coiffure. Et il va se retrouver donc avec la coiffeuse Maïté, un apprenti, une autre apprentie, une autre jeune fille qui travaille là-bas, enfin toute une petite clique, et il va découvrir vraiment plein d'histoires de vie différentes, tout en se construisant la sienne. C'est hyper bien. Voilà, je crois que j'ai mis 4 sur 5 parce que je les trouve vraiment super justes. Assez passionnant quand même pour un stage en coiffure. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé? C'est une très bonne question. Déjà ça parle de plusieurs thématiques qui sont très bien amenées par l'autrice. Dans ce roman-là, on va parler de famille, de violence conjugale, de violence familiale, de handicap. Je n'ai même plus les termes de discrimination, d'homosexualité, de clichés, enfin ça va vraiment parler de plein de choses super pertinentes, super juste, et tout ça en très peu de pages, et surtout dans une atmosphère super... comment dire, super douce et bienveillante. Ouais, c'est ça le terme, c'est vraiment une atmosphère très bienveillante. En fait, Louis, dans ce salon de coiffure, déjà il va beaucoup se plaire très rapidement, il va se dire en fait j'aime trop, donc j'ai grave envie de faire ça plus tard, pour de vrai. C'est super Louis, mais en fait son père est très misogyne, et surtout il est très con, si je puis me permettre, parce que en fait il va pas du tout être d'accord avec le fait que son fils fasse de la coiffure, parce que
un garçon, ça fait pas de la coiffure en fait. Il s'en fiche en fait que son enfant apprécie ça, que surtout il se sent plus à l'aise parce qu'il est très mauvais à l'école et qu'il a pas du tout envie de faire un cursus scolaire général. Lui, ce qui l'intéresse, ça va plus être justement l'apprentissage, le travail manuel, enfin... Et ça, son père refuse de le comprendre, hein, il voudrait qu'il fasse S et médecine après, évidemment. Donc ça détruit quand même des gros clichés et c'est super appréciable, surtout que le livre date de 2004. Donc c'est beau, genre c'est vieux et ça parlait de trucs hyper importants. Donc déjà oui, ça va parler du coup de ce petit Louis, mais ça parle aussi en fait de tous les personnages qui sont autour de lui. Sans vous spoiler, chacun a une vie compliquée pour certaines choses, chacun a des choix à faire, chacun a en fait son lot de petits secrets qu'on va découvrir petit à petit et ça rend le récit hyper passionnant. Pour moi, c'est vraiment un roman de personnages, c'est-à-dire que c'est ça qui nous tient en haleine, c'est ça qui nous donne envie de continuer. Pas forcément l'histoire en elle-même, mais vraiment les personnages qui sont justes, qui sont hyper bienveillants avec Louis, qui sont tous adorables. C'est une plume, j'ai écrit simple et efficace parce qu'en fait on est hyper accroché pendant tout le roman, on n'a pas envie de poser ça parce que c'est à la fois doudou et tellement réaliste. Enfin, c'est un petit condensé de plein de choses que j'aime, c'est-à-dire que ça parle de plein de thématiques importantes, c'est bien écrit, c'est hyper juste, on n'est jamais trop en décalage avec la réalité, c'est sincère, c'est émouvant, c'est vraiment super bien. Je recommande vraiment très fortement parce que je trouve que c'est un très beau récit et en plus de ça c'est un peu... Enfin c'est un classique que je crois qui est parfois lu en école ou en tout cas qui a été lu parfois en école, donc considéré comme un classique. Et puis Mario de Muraille, je n'ai qu'une envie, c'est découvrir ses autres romans. Il y en a plusieurs sur la liste des 100 incontournables et elle en a fait tellement qu'il y a l'embarras du choix. Donc voilà, un petit 4 sur 5 parce que ce n'est pas un coup de cœur, mais je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et je vous le recommande chaudement. Ensuite, j'ai lu un roman que j'ai pris vraiment en mode c'est les vacances, pas prise de tête, s'il vous plaît. C'est un premier tome. Et c'est le premier tome de Mantine de Jo Witek. Pareil, Jo Witek que j'avais jamais lu avant, pourtant elle est assez connue. Donc le premier tome, c'est Privé de réseau. On est sur une saga, du coup. Je sais pas combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a 5, je crois. Moi j'appelle ça une saga journal intime, c'est-à-dire qu'en fait c'est une ado, il se passe des trucs dans sa vie et on va vraiment suivre ça en mode elle nous raconte sa vie quoi, c'est... Voilà. Pourquoi une saga journal intime, je n'en ai aucune idée, peut-être parce que ça me fait penser à Georgia Nicholson ou ce genre de truc qui pour moi c'est typiquement le journal intime. Donc voilà. Et j'ai mis 4 sur 5, j'ai passé un super moment. Et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi ce livre m'a surprise, pourquoi je l'ai trouvé vraiment génial, et pourquoi finalement, même adulte ou quoi, un roman qui est très ancré jeunesse, je pourrais vous dire que ça vaut le coup d'y passer quoi. Donc Mantine, c'est une adolescente de... Alors je ne sais plus quel âge elle a, je crois qu'elle a 13 ans, 12-13 ans, elle est assez jeune. Mais elle est déjà en 3e, parce qu'en fait elle a sauté plein de classes. Et son petit problème à elle, c'est que... alors, son problème, attention, je ne dis pas que c'est un problème, mais sa particularité, c'est qu'elle est HPI, donc elle a un potentiel intellectuel très très haut, et qu'en fait elle se pourrit elle-même en rendant du travail médiocre, en étant assez mauvaise à l'école, parce que elle veut être comme tout le monde. Donc en fait elle fait en sorte de ne pas montrer qu'elle est HPI et pour ça en fait à la fin de l'année elle se tape 9,5 en passant en 3e et donc son père est en mode mais tu te fous de ma tête ou quoi, pour te donner une petite leçon tu vas abandonner tes vacances en mode copine et tu vas aller, je ne sais même plus où, tellement ça m'a scandalisée. Elle va aller dans le Larzac, voilà. Rejoindre un ancien ami de sa grand-mère, un vieux monsieur, qui a une ferme et elle va tout simplement passer l'été là-bas. Donc,
Elle fait de la résistance évidemment parce que c'est une jeune fille très rebelle, un petit peu chaotique aussi parfois. Mais bon, elle va y aller et en fait c'est tout simplement nous qu'on suit ses aventures à la campagne et dans un cadre de vie qu'elle n'a jamais eu et qu'elle ne veut surtout pas avoir. Donc voilà, ça m'a énormément surprise parce qu'en fait j'avais pas compris la quatrième de couverture, l'intelligence de la personne. En fait j'avais pas compris qu'elle était intelligente, genre dans le sens où qu'elle était HPI en fait. Parce que moi je pensais qu'elle avait juste raté son année et que c'était pour ça qu'elle était punie. Alors qu'en fait c'est pas vraiment ça le problème, c'est qu'elle a fait exprès de rater son année. Bon évidemment c'est pour ça qu'elle est punie. Mais du coup j'avais pas l'information qu'elle était HPI et j'avais jamais lu de roman qui en parlait. Surtout à cet âge-là, parce qu'elle est assez jeune quand même, je vous dis, elle est vraiment pré-adolescence. Et en fait c'est super intéressant je trouve quand elle aborde le décalage qu'elle a avec les ados de son âge, parce qu'elle est quand même en quatrième, donc elle est censée enfin, elle côtoie des gens de 14-15 ans, donc quand elle a un crush sur un gars de 16 ans ou des choses comme ça, et qu'en fait le mec il lui dit mais enfin, t'es un bébé pour moi parce que t'as genre 11-12 ans, vous voyez, c'est vraiment un énorme décalage pour elle, et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était abordé, c'était c'était frais, c'était hyper frais et très intelligemment fait. C'est très drôle. Ouais, je pense que c'est un petit peu ça que je vais en retenir. C'est pétillant, c'est fun, c'est un bon moment à passer. Vraiment. C'est vraiment très doudou. Je pense que c'est fait pour ça. Se termine assez simplement, tout se résout simplement, mais on n'est pas là pour ça, hein, on est là pour passer un bon moment. Mais en même temps, dans un petit roman très fun et là pour vous faire rire et pour vous amener des bonnes ondes, il y a quand même cette thématique-là qui est abordée qui est assez importante et qui est, je trouve, assez justement fait, même si je ne suis pas atteinte, enfin en tout cas je ne suis pas HPI, donc peut-être que les HPI me diront non, pas tellement. En tout cas de mon point de vue, avec quand même des renseignements dans la tête, parce que je m'y intéresse. J'ai trouvé ça très juste. Et donc, ouais, c'était vraiment très sympa. J'ai pas grand chose à en dire de plus. J'ai mis 4 sur 5 aussi à ce roman. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Je vous le conseille parce que je trouve ça très sympa à lire. Et même si vous êtes adulte, je vois pas pourquoi on se priverait d'un truc mignon et cool. Et voilà, c'est pas la lecture de l'année, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous ne savez pas quoi lire et que vous avez envie d'un truc simple, court et efficace, je trouve que c'est un très bon roman à choisir. Next, attention, je suis hyper contente de le présenter parce que je crois que j'ai présenté les 2 livres que j'ai lus de lui sur la chaîne. Je crois que j'en ai déjà parlé des 2. En réalité, je n'en sais rien. Donc j'ai lu Dans la forêt de Hokkaido de Eric Pessan. J'en ai déjà lu 2 de Eric Pessan. J'ai déjà lu Tenir debout dans la nuit, que normalement j'ai... Même si j'ai fait un vlog dessus, donc j'en ai parlé. Que j'avais adoré. Je crois que j'avais mis 4,5 ou 5 sur 5, enfin gros coup de cœur sur Tenir debout dans la nuit. Et j'ai lu aussi de lui La gueule du loup, que j'ai moyennement aimé. Je trouve pas que ce soit nul, mais pour moi c'est trop court, c'est trop expéditif, on va pas au bout des choses, enfin je trouvais quand même pas mal de défauts. J'avais pas passé un très bon moment non plus, donc assez moyen au niveau de Eric Pessan pour moi. Mais là, ça m'a encore fait remonter l'auteur dans mon estime parce que j'ai mis 4 sur 5, mais surtout que j'ai adoré très fort. Eric Pessan a une particularité, c'est que dans tous ses romans, il part d'une histoire qu'il invente pour nous parler de 50 000 autres thématiques en même temps, parce que il a besoin de parler, j'ai l'impression, politique, société, et il le fait hyper bien en fait, vraiment. À part dans La gueule du loup, où comme je vous l'ai dit, c'est une thématique très compliquée, très touchy, qui du coup n'est pas bien abordée selon moi, parce qu'on aurait dû y passer plus de temps.
Là, c'est super bien fait. Dans Tenir debout dans la nuit, c'est extrêmement bien fait. Et en plus de ça, il y a plein de trucs abordés dans ce livre. Ça m'a retourné le cerveau. Vraiment, c'est 150 pages le livre de Rick Pesson. Et en fait, quand 150 pages, on me parle d'autant de choses, c'est une bombe atomique en fait. Là, on est sur quand même des thématiques qui restent dans une espèce de truc global où on va pas trop s'échapper dans mille et une pensées. On va quand même rester sur la même thématique, c'est-à-dire la thématique de l'immigration et de la disparition, ou en tout cas de la parentalité, enfin comment on gère les enfants disparus, enfin en fait il y a encore plein de thématiques abordées, je ne sais pas pourquoi il y en a autant, mais à chaque fois c'est super bien fait, vraiment. Donc là on va suivre une jeune fille dont je ne me souviens pas le prénom, parce que le jour où je me souviendrai des prénoms des personnages, c'est que c'est plus moi qui parle. Je n'ai rien dit, c'est écrit sur la 4e de couverture. Julie donc fait un rêve régulièrement. Elle rêve qu'elle est un petit garçon dans une forêt japonaise et qu'elle est perdue, et qu'elle a faim, et qu'elle a froid, et qu'elle peut-être est au bord de la mort. Elle rêve de ça toutes les nuits jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est quelque chose de réel qui se passe quelque part dans le monde et qu'elle a une incidence dessus, pardon, puisqu'en fait elle peut contrôler ce qui se passe quand elle dort, donc peut-être sauver cet enfant. C'est un petit peu fantastique quand même parce que ce n'est pas possible, voilà, tout simplement. Mais c'est fait pour aborder la thématique de l'étranger, la thématique de la compréhension de l'autre et le fait de s'impliquer dans la vie d'un autre, de vouloir aider, parce que son père à Julie est quelqu'un qui aide, il est dans l'aide humanitaire, puisqu'il aide les migrants qui viennent d'autres pays à s'installer et à avoir de quoi manger, de quoi vivre en fait, tout simplement. Donc le récit est vraiment teinté de cette compréhension des autres, de cette volonté d'aider l'autre. Et en fait, elle, c'est tout simplement ce qu'elle va faire avec ce petit garçon, qu'elle découvre dans un milieu bizarre, ou en tout cas dans un contexte très étrange, parce qu'elle le découvre dans ses rêves. Ce qui m'a plu, c'est que déjà je trouve que ça se lit vite, c'est très passionnant, enfin c'est très compliqué de poser le truc et de se dire bon vas-y je m'arrête. Franchement c'est 150 pages de what the fuck, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Et encore une fois c'est des thèmes politiques et sociétaux qui sont super bien abordés par l'auteur. Et c'est young adulte, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant c'est très juste. Ça laisse quand même toujours le champ de l'ouverture d'esprit et de se faire son idée soi-même, ce qui est très important. Et donc, moi j'adore en fait. Enfin, c'est vraiment en ça que Éric Pesson, je l'aime beaucoup. Parce que je trouve ça hyper intéressant d'oser parler de thématiques compliquées dans des romans adolescents et de le faire bien. En fait, pour moi, c'est du génie. Et celui-ci m'a beaucoup touchée parce qu'on a cet aspect fantastique, on a cet aspect d'aide aux autres qui va être tellement forte que en fait Julie, elle va se retrouver mangée par les aventures de ce petit garçon. Elle se retrouve complètement dévorée, consumée de l'intérieur par la souffrance du petit garçon. En fait, c'est vraiment E.T. Elliot, elle ressent tout ce qu'il ressent lui. E.T. téléphone maison. Ça montre en fait la violence de ce que ce garçon ressent, et en fait on voit à travers un personnage qui nous est très proche parce que il vit pour le coup en France, mais à notre vie à nous en fait, occidentaux, simples on va dire, et du coup c'est encore plus touchant parce qu'en fait on se dit mais ça pourrait être moi, et en fait je comprends ce que ce garçon ressent. Et enfin c'est très fort, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est super fort, c'est un récit très poignant je trouve, et c'est très beau, voilà, c'est émouvant. Alors évidemment on va découvrir ce que ce petit garçon fait là.
pourquoi il est là, comment il en est arrivé là. Et c'est très très beau et très émouvant comme récit. Et encore une fois, tellement bien écrit par l'auteur. Je le recommande vraiment, pour moi c'est peut-être le meilleur en vérité de ceux que j'ai lus parce que j'hésite encore. Mais je sais pas, il y a eu un truc, je pense que c'est l'aspect fantastique qui m'a beaucoup plu. Mais ouais, enfin, vraiment, essayez Éric Pessan, ça vaut le coup. Pour moi, c'est un des meilleurs auteurs de young adult actuels que j'ai lu et qui écrit encore. Ça, c'est très important. Donc voilà, je vous recommande également, fortement, décidément, que de bonnes lectures. On va passer à une moins bonne lecture. Je pense que je vais pas beaucoup en parler parce que je ne sais pas quoi en dire. Ça ne veut rien dire, il n'y a pas de liaison. La marque du diable de Moka. Moka, j'ai déjà lu un livre d'elle récemment parce qu'elle en a sorti un récent. Pareil, j'en ai parlé en vidéo, mais je me souviens pas du titre, hein, donc voilà. Elle écrit de l'horreur jeunesse. Ça date de 96. Waouh, c'est vieux. C'est un classique, je crois que c'est son premier et le plus connu d'elle. Et c'est tout simplement une classe de 3e au collège. On va suivre Victoria, qui est... En vérité, je ne sais pas vraiment si elle a un problème, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, elle a une imagination débordante. Et en fait, ça se passe dans les... Je crois que c'est dans les années 80. Et en fait, c'est vraiment une classe qui joue tous à des jeux de rôle, donc à Donjons et Dragons, à peu près. Et il va se passer qu'il y a un mec qui meurt dans leur classe, ou un peu plus grand, je sais plus. Et en fait, Victoria, du coup, notre héroïne, elle va comprendre plus ou moins que c'est en fait une espèce de secte qui est liée avec le personnage qu'elle s'est créé dans son univers imaginaire tiré du jeu de rôle. Voilà. J'ai du mal à le décrire parce que ça m'a pas du tout marqué. J'ai trouvé ça très insipide, très vu et revu. Après, c'est vieux, dans le sens où à l'époque c'était peut-être novateur, mais aujourd'hui pas tellement. J'ai écrit que c'était un très bon point parce que très inclusif et beaucoup de représentation. On est vraiment dans une école, j'ai envie de dire, je mets de gros guillemets, mais de banlieue, parce que en fait on a toutes les ethnies plus ou moins qu'on peut retrouver aujourd'hui de manière très normale, mais c'est pas forcément le cas dans tous les romans. On va pas forcément avoir de la représentation de tout le monde dans tous les romans, là c'est le cas. C'est très réaliste du coup parce que moi j'ai vraiment vu ma classe de 3ème, quoi, c'était pareil pour moi. Par contre, ouais, j'ai trouvé ça assez mou. Ça m'a pas passionnée. Autant j'ai bien aimé son dernier roman, vraiment je l'avais trouvé super bien. Lui, je l'ai trouvé assez bébête dans l'horreur parce que, vous l'avez compris, hein, il y a un rapport avec le diable effectivement. En fait c'est vraiment de l'horreur, hein, c'est vraiment du fantastique. Et je sais pas, je trouvais ça un peu con, enfin on l'a vu plein de fois, le truc de oui en fait ils sont marqués par une entité hyper dangereuse machin. Donc ça m'a pas forcément plus que ça parlé, je l'ai lu pour être honnête dans les transports en commun. Et j'arrivais pas à être intéressée, donc c'est un petit peu dommage. Mais ouais, j'ai pas trop aimé. Je suis contente de l'avoir lu, j'ai mis 3 sur 5 parce que c'est pas non plus nul, mais c'est juste que je trouve ça très facile. Mais c'est pas grave, et j'ai pas grand chose à en dire de plus. Si vous avez envie de découvrir Moka, pourquoi pas avec celui-ci, vu que c'est son masterpiece a priori. Je ne serais pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Sinon, je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent vous intéresser. Le dernier qu'elle a sorti est vraiment très bien. Là, c'est très... Si vous connaissez les systèmes de films d'horreur, si vous connaissez l'horrifique, en fait, à la base, je pense que vous allez pas trop adhérer parce que c'est trop simple. Et ouais, on a envie de trucs qui innovent un peu.
Mais bon, là, j'imagine que c'était peut-être innovant. Enfin, remarque, 96, on avait déjà fait tellement de films d'horreur. Je sais pas. Moi, j'ai juste trouvé ça trop facile. Mais c'est moi. Donc voilà. Je vais terminer avec un roman qui est un peu plus récent, parce qu'il date de 2020. L'âge des possibles de Marie Chartres. Alors, Marie Chartres, je ne la connais pas. Voilà, si vous avez une question à propos de ça, je ne sais pas. Je lui ai mis 4,5 sur 5, donc la meilleure note que j'ai attribuée au livre que j'ai lu de ce mois-ci en bibliothèque. L'histoire, deux adolescents amish, de la communauté amish, vont vivre leur, attention, Rumspringa, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc c'est une espèce de parenthèse où ils sortent de la commu pour découvrir le monde tel qu'il est en vérité pour la majorité des gens. Et en fait pouvoir choisir s'ils restent dans la communauté amish et à ce moment-là abandonner complètement l'idée de pouvoir en sortir un jour, ou s'ils sortent de cette communauté pour vivre comme vous et moi, mais ils n'ont plus du tout le droit de revenir dans la communauté ou de voir leur famille. C'est un choix très compliqué, nous sommes bien d'accord, et eux, ça va être le choix qui va s'imposer très rapidement, vu qu'ils ont décidé de vivre ça à, je crois qu'ils ont 17 ans, un truc comme ça. En parallèle, on va suivre Temple, qui est une jeune adolescente qui vit dans la campagne, qui a peur de tout, qui ne sort pas tellement de chez elle, et qui se retrouve en fait plongée dans la ville de Chicago parce qu'elle va voir un spectacle, sauf qu'en fait elle est censée le voir avec sa sœur qui est censée venir la chercher, sauf qu'en fait sa sœur n'est pas là, enfin bref, c'est très compliqué. Elle se retrouve seule dans Chicago, et en fait elle va trouver les deux adolescents amish par hasard dans le métro. De ce moment-là, ils vont se réunir tous les trois et croiser la route d'un jeune skater qui s'appelle Frédéric et qui vit tout seul a priori, on ne comprend pas, il a 12 ans, on ne sait pas si sa famille est encore vivante ou pas. En tout cas, ça va être leur guide dans Chicago. Et tout simplement, ça va être cette bande de 4 ados qui n'ont pas le même âge, mais qui apprennent tous plus ou moins à vivre et qui ont tous des choix très importants à faire. Et en tout cas, une vie à mener qui s'impose à eux en quelques jours, quelques heures. C'était très bien. C'était très frais, c'était un récit plein de poésie, plein de douceur, un récit d'amitié quand même, parce qu'ils vont devenir très proches, un récit de quête de soi, un récit de voyage, j'ai envie de dire, parce que on va visiter un peu Chicago quand même, pas mal. Et en fait, ça se passe sur une très courte durée, ça se passe en 2 jours. Et en fait, c'est vraiment 2 jours très forts pour eux tous, où il va se passer beaucoup de choses émotionnellement, intellectuellement, où en fait, plein de choix vont s'imposer pour les 4 personnages. J'ai même versé ma petite larme, quoi, pour vous dire à quel point c'était émouvant, bien écrit, positif, enfin vraiment, j'ai adoré. On découvre une communauté, donc la communauté amish qu'on voit pas tant que ça, enfin en tout cas moi j'avais jamais lu de récit où on les voit apparaître. La fin, je ne vais pas trop en dire, mais elle est d'une justesse, d'une intelligence, d'une force, d'une poignance, ça ne veut rien dire, mais je ne sais plus trouver les mots pour vous dire à quel point cette fin m'a bouleversée, parce que je l'ai trouvée hyper intelligente pour une fin d'un roman ado. Encore une fois, c'est pas bien de dire que pour un roman ado, je trouve ça incroyable, mais c'est vrai que souvent on va avoir des fins parfaitement positives, où tout va bien. Là, oui, tout va bien, mais il y a quand même des choix à faire, et c'est des choix difficiles, et du coup c'est forcément très émouvant, et en même temps c'est des choix difficiles qui sont faits de manière très juste par des jeunes ados, parce que je rappelle qu'ils sont jeunes, quand même 17 ans c'est jeune, ok. Donc voilà, c'est évidemment, il y aura la décision des deux jeunes gens qui sortent de la communauté amish, est-ce qu'ils vont partir, est-ce qu'ils vont rester, je vous laisse le découvrir. Mais il y a aussi Temple qui va découvrir plein de choses sur sa famille et plein de choses sur elle-même pendant 2 jours, vraiment, c'est très court. Et Frédéric, j'avoue qu'il n'a pas vraiment de fin, mais
on nous laisse beaucoup d'espoir pour ce qu'il pourrait devenir par le futur. Donc voilà, c'est plein de bonnes intentions, c'est plein de poésie, c'est plein de bonnes ondes, vraiment. J'ai trouvé ça très très joli comme récit. Je vous le conseille vraiment beaucoup parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Et je comprends mieux pourquoi, parce que c'est vraiment très très bien. Donc voilà, si jamais vous passez devant ou que ça vous donne envie, c'est aussi très très court. J'avais pris que des livres courts et c'est très chouette. Et vraiment, ouais, je trouve que c'est un récit marquant en fait. Et c'est très bien écrit. Voilà, ça c'est quelque chose d'important, je trouve. C'est écrit avec beaucoup de poésie pour certains personnages dans leur façon de parler. D'autres sont plus simples et plus juste efficaces. Là, mais il y a d'autres personnages qui sont toujours dans la poésie. Et j'aime beaucoup cette plume-là quand elle est dans le roman. Ça m'a beaucoup parlé. Donc voilà. Je vous le conseille également. Fortement, je n'ai que des bons conseils à vous donner. Voilà pour bien écouter ces petits retours de bibliothèque. Je vais clore la vidéo maintenant, mais peut-être qu'en fait je vais en prendre d'autres, je ne sais pas. Si j'en prends d'autres, vous aurez une suite à la vidéo. Si je n'en prends pas d'autres, je vous laisse sur ce plan de fin. Je vous souhaite à tous d'excellentes lectures, je vous dis à bientôt, j'espère, sur cette chaîne, je n'en sais rien en vérité. Enfin bref, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt, et je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao!